Bonjour, on se retrouve pour un nouveau podcast avec notre partenaire l'AREP de La Réunion, de l'île de La Réunion, avec Ghislaine Ivars qui accompagne actuellement 3 cohortes. Ghislaine, on va démarrer en me présentant votre dispositif régional, donc vos chiffres clés, le nombre de cohortes démarrées, le nombre de bénéficiaires, leur profil, etc. Oui, donc c'est Ghislaine. Donc je suis accompagnatrice depuis le départ de Détour Créatif. Donc actuellement, depuis mars 2021, on avait 84 bénéficiaires. Moi, j'avais la première cohorte, mais là, je suis actuellement sur 3 cohortes. Donc 29 personnes sont encore en accompagnement. Le profil, c'est des demandeurs d'emploi ou éloignés de l'emploi. Moins de 30 ans, parce qu'on a un partenaire, on a un financeur qui a choisi donc les moins de 30 ans. Mais on a quand même des personnes de plus de 30 ans. Sur la cohorte 2, on a 2 personnes. Sur la cohorte 4, 1. Et la cohorte 5, 1. Le niveau des personnes entrantes, c'est niveau 3e à bac ou sans diplôme. Et sortie de parcours, il y en a qui sont soit en emploi, soit en formation qualifiante ou en mission d'intérim, ou qui ont déménagé vers la métropole. Merci Ghislaine. Donc je récapitule juste, tu nous as dit 84 bénéficiaires au total depuis le démarrage donc, du dispositif à La Réunion, et il en reste 28 sur ces 84 à ce jour. Très bien. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous développer un peu ta stratégie ou vos stratégies de sourcing donc, pour remplir vos cohortes, pour trouver des bénéficiaires? Est-ce qu'il y a des leviers particuliers pour la réussite de ce sourcing? D'accord, alors il faut savoir que l'AREP est une association, et donc on a 2 pôles, un pôle formation et un pôle médiation et animation sociale. Et donc nous, pour notre recrutement, pour notre sourcing, on a fait appel à nos médiatrices sociales. Donc elles sont sur le terrain, les animatrices sociales aussi, donc elles font des réunions avec le public qu'elles reçoivent, et donc elles parlent en même temps de l'action Détour Créatif. Donc il y a ce recrutement-là. Il y a aussi, une fois par mois, on a la chance d'avoir notre matinée associative où on rencontre tout le personnel de l'AREP, et c'est à ce moment-là qu'on présente toutes les actions de l'AREP. Donc ce qui est intéressant, c'est que grâce à ce travail-là, du coup, on a fait connaître cette action, et c'est comme ça qu'il y a eu un gros recrutement par rapport à ça. En fait, la présentation de ce dispositif à l'ensemble du personnel de l'AREP permet de faire des passerelles entre dispositifs. C'est ça, en fait. C'est des bénéficiaires de dispositifs autres que Détour Créatif peuvent ensuite passer sur Détour Créatif, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça permet d'avoir vraiment un bon recrutement. Après, on a quand même aussi des prescripteurs, comme Mission Locale, Pôle Emploi. On a aussi le pôle insertion qui est le département, et le PLIE qui est la commune, les communes. Voilà. Donc on a aussi un public qui vient de là. Est-ce que tu sais, Ghislaine, quel est le pourcentage le plus important de ces positionnements? Ou une idée, à ton avis, globalement comme ça, parce que vous n'avez peut-être pas de retour à l'heure actuelle précis sur la répartition de ce sourcing, mais est-ce que pour toi c'est plus justement de l'interne via la communication en interne à la REP, ou est-ce que c'est des prescripteurs extérieurs? Alors je dirais que sur 100%, je dirais qu'à peu près 80% c'est interne, et les 20% c'est l'externe. Ah oui. Alors maintenant, peux-tu nous parler des parcours? On rentre dans le vif du sujet après le sourcing. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on met en œuvre les cohortes. Donc à quel rythme tu vois les bénéficiaires globalement, donc en individuel et en collectif? Et qu'est-ce qui caractérise vos parcours? Alors en général, donc comme je disais tout à l'heure, on a 3 cohortes, et donc on a imposé un rythme de 1 fois par semaine en atelier collectif, et 1 fois par semaine aussi en entretien individuel. Sachant, alors les ateliers en règle générale c'est entre 6 et 7 heures.
Et les individuels, c'est, je dirais, entre 45 minutes et 1 heure. Mais ça reste flexible. C'est-à-dire que grâce à la création de réseaux sur WhatsApp, Telegram et Messenger, du coup, on reste en contact. Je reste en contact avec les 3 cohortes. Ça ne s'arrête pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où je dis ben non, je réponds pas. Non, on est en permanence. Donc quand je parle de flexibilité, c'est ça, c'est que depuis le mois d'août que je suis à 100% sur des tours créatifs, hein, ça a été quand même un grand soulagement de pouvoir répondre aux besoins des bénéficiaires, même si je ne suis pas forcément avec eux physiquement. Il y a l'aspect aussi téléphone, c'est-à-dire qu'ils peuvent me contacter par téléphone, et c'est pour ça que je parle de flexibilité, parce qu'entre les réseaux sociaux, entre le téléphone, c'est vrai que voilà, du coup je suis assez abordable pour répondre à leurs attentes, parce que forcément, quand on a un bénéficiaire qui a un besoin à un moment donné, je ne vais pas attendre, si je le revois la semaine d'après, je vais forcément l'aider, et on va parler aussi par exemple, s'il doit préparer un entretien parce qu'il a un recrutement le lendemain, je vais prendre du temps pour lui, quoi. Du coup, si je résume, là tu dis 30-45 minutes et 1 heure pour les entretiens individuels. Donc, est-ce que ces entretiens sont fixés ou est-ce que y a des jours fixes depuis le départ et donc ils savent qu'ils viennent toutes les semaines tel jour à telle heure, ou est-ce que justement il y a une flexibilité aussi là-dessus? Et pareil, sur les temps collectifs, est-ce que c'est un jour déterminé pour chaque semaine? Alors, avant le mois d'août, avant que je sois à 100% sur l'action, forcément, il y avait des jours bien précis, et les entretiens individuels aussi. Aujourd'hui, c'est un peu plus flexible. Ça m'est arrivé de changer le jour d'une cohorte parce que j'étais sur une autre, ou j'étais sur autre chose. Oui, donc je suis flexible. Je peux arriver en atelier et par exemple, l'atelier commence à 9 heures et finit à 15 heures, et de dire à mes bénéficiaires, soit tu viens avant et on fait l'entretien, soit tu viens après et on fait l'entretien. Donc oui, il y a une flexibilité. Je suis obligée parce que voilà, tout le monde n'est pas forcément disponible, et je trouve que c'est intéressant de pouvoir être flexible, chose que je ne faisais pas avant. Donc oui, j'impose les jours d'ateliers collectifs, mais ça peut varier aussi d'une semaine. Des fois, j'ai autre chose à faire. Donc là, il y a eu des variétés par rapport au concours, donc il a fallu changer les jours. Et pareil en entretien individuel. Des fois, les entretiens individuels, si la personne elle peut pas venir, je vais le faire en visio ou je vais le faire par téléphone. Donc oui, la flexibilité pour moi c'est primordial. Donc flexibilité, disponibilité, adaptabilité sur les modalités et sur le rythme et les jours en tout cas de ces entretiens ou de ces temps collectifs. Il y avait des choses sur le RecTech aussi. Donc, est-ce que ça, les thématiques, comment ça se passe? Est-ce qu'elles sont aussi prévues à l'avance? Ou est-ce que, par exemple, quand vous travaillez le RecTech, c'est sur les temps collectifs, donc il y en a un par semaine, c'est quand même une journée de 6 à 7 heures. Donc, est-ce que tu divises cette journée sur 2 thématiques, sur 3 thématiques, 4 thématiques? Comment ils savent combien de temps à l'avance? Ou est-ce que comment ça s'établit en fait? Comment c'est organisé? D'accord, là aussi ça va dépendre aussi de ce qui s'est passé la semaine d'avant. Alors je vais donner un exemple. Si j'estime qu'il va falloir qu'on travaille par exemple sur le projet commun, alors ma journée, comment elle se compose? Elle se compose en 2 temps. Il y a un temps pour la recherche d'emploi individuelle, enfin quand je dis individuel, c'est la recherche d'emploi, voire un peu de faire un point aussi sur toute la semaine qui est passée, de voir où ils en sont. Donc ça c'est vraiment pour moi une partie très importante. Ensuite il va y avoir un temps où on va faire un atelier de 1 heure, 2 heures par exemple sur le travail d'équipe. Parce qu'à un moment donné, la semaine d'avant, j'ai remarqué que sur le projet commun, il y a eu des tensions, etc. Donc on va vraiment aborder certains paliers de la grille RecTech, justement, pour qu'ils prennent conscience que le travail d'équipe, c'est pas juste échanger, partager, c'est aussi voir le fonctionnement d'une équipe, le rôle de chacun, etc. Après, c'est vrai que... Et la deuxième partie, je dirais, ça va être le projet commun. Mais là, c'est pareil, je suis flexible. Si je vois qu'à un moment donné,
ça n'avance pas sur le côté des compétences attendues, je vais plus travailler sur ces compétences-là que sur le projet commun. Voilà. Mais en règle générale, ma journée, c'est ça. C'est vraiment démarrer, faire un tour de table et de voir où ils en sont par rapport à ce qui a été fait la semaine d'avant. Ensuite, c'est travailler sur une compétence bien particulière. Ça peut être là, la semaine dernière, par exemple, on a travaillé sur la communication orale. J'essaye de faire aussi des auto-évaluations pour voir ce qu'ils ont vu la semaine dernière, voir si c'est acquis. Et ensuite, l'après-midi, comme ils ont en général 2 heures, on essaye de faire du projet commun. Okay. Donc tu parlais de cohésion d'équipe tout à l'heure, vous avez quelque chose que vous avez donc travaillé suite à un constat lors d'un atelier précédent. Il me semble que par ailleurs, il y a une cohésion qui s'est créée aussi entre les bénéficiaires des différentes cohortes et que entre les délégués du moins et les suppléants, ils se sont mis en contact. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Alors oui, en effet, c'est-à-dire que déjà à la base, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a déjà le fait qu'on ait ce réseau, WhatsApp, Messenger et Telegram, déjà pour chaque cohorte. Récemment, il y a à peu près 1 mois ou 2, donc ils ont décidé de créer un WhatsApp délégué suppléant, pour justement s'entraider, pouvoir se donner des conseils et de pouvoir avancer. Et ça, je trouve que c'est l'originalité aussi de ces 3 cohortes. Mais même la cohorte 1, qui n'est plus, mais qui continue à s'investir aussi avec les autres cohortes. Et ça, c'est important. Et ça, c'est vraiment le point fort pour moi de cet accompagnement. Qu'est-ce que ça leur apporte pour toi, justement, cette cohésion d'équipe ? Justement, de ne pas se sentir seul, déjà, de gagner aussi en autonomie, parce que là, ils n'ont pas besoin de moi, ils sont ensemble, et quand un ne va pas, derrière, ils se soutiennent. Ils proposent, en fait, ils proposent des solutions aussi, par rapport à là, quand il y a eu le concours, les 2 cohortes qui sont parties, la 2 et la 3, il y a eu un réel échange entre eux et une cohésion. Et ça, je trouve ça, voilà, en fait, c'est de les rendre plus autonomes et surtout qu'ils se soutiennent. Parce qu'ils ont besoin d'être soutenus et de savoir que voilà, on n'est pas seul, on n'est pas la seule cohorte, il y a les autres cohortes aussi qui sont dans la même galère que nous. Et donc, je trouve que ce lien-là, il est très fort. Et puis un partage d'expérience en fait entre eux. Et là, aujourd'hui, c'était le concours national. On voit que sur ce concours, ils ont besoin justement de l'expérience des précédentes cohortes. Ça les aide pour préparer ce concours, puisqu'ils se mettent une grosse pression là-dessus. Mais ça les motive aussi. Si on continue sur les parcours, mais comment ils sont individualisés du coup à la REP ? Alors après, ça va dépendre du profil de chacun. Il y en a qui vont aller très vite et on va vraiment travailler sur que l'aspect professionnel, et là ça va être les recherches d'emploi, revoir un peu son CV, ça va être de motivation, tout ça. Et après on va avoir des gens où je vais avoir l'accompagnement individuel au niveau social, parce qu'on peut avoir des problématiques sur des institutions, la CAF, etc. Donc essayer de mettre, d'échanger et de pouvoir trouver des solutions, sachant que nous à la REP, on est quand même un organisme on travaille avec beaucoup de partenaires. On a des travailleurs sociaux, on a aussi la boutique Solidarité qui peut nous aider par rapport à, parce qu'on a un psychologue du travail, on a des médecins aussi, donc le côté aussi social, parce que récemment par exemple j'ai une bénéficiaire qui avait des gros soucis à la CAF, donc il a fallu travailler, on a passé plus de 2 heures à vraiment trouver le problème et puis essayer de résoudre ce problème. Après il y a aussi travailler, parce qu'on a beaucoup de demandes dans la confiance en soi, donc c'est vrai que moi je travaille beaucoup sur le développement personnel et il y a des moments où je vais individuellement mettre le doigt sur des choses que le bénéficiaire n'a pas forcément vues, et du coup on va travailler plus ce côté-là. Donc en fait je dirais que ça va vraiment dépendre du profil de chacun. Il y en a qui vont aller très vite, il y en a qui vont avoir plus de temps, et puis essayer de comprendre que si tu n'arrives pas, si tu ne trouves pas du travail, c'est que voilà, il y a peut-être un point là qu'il va falloir que tu peut-être dans ton attitude, dans ton comportement, et puis apprendre à se faire confiance. Voilà. Oui, donc tu les vois individuellement, enfin dans leur individualité plutôt,
et tu adaptes en fonction de leurs besoins. C'est pour ça que tes entretiens ne durent pas tous le même temps. C'est ça. Justement, tu parlais de développement personnel ou je ne sais plus comment tu as dit exactement, mais est-ce que tu peux nous donner des exemples d'ateliers spécifiques? Alors, je sais que tu le fais en individuel, mais il y a peut-être aussi ce type de choses qui est fait en collectif et justement sur des ateliers spécifiques en dehors du projet collectif, justement. Alors en effet, c'est vrai que je travaille beaucoup le développement personnel, la confiance en soi, l'estime de soi, parce qu'avant de parler de projet professionnel, il faut déjà que la personne elle ait confiance en elle, et ça veut dire qu'il faut qu'elle apprenne à se connaître. Donc c'est vrai que moi j'ai instauré, alors il y a deux choses que j'instaure, j'aime bien faire de la relaxation, qui dure en général 15-20 minutes, et ça plaît parce que ça permet de relâcher. Alors même si la personne elle dort, c'est pas grave, mais au moins elle relâche, et quand ils ressortent de là, ils sont plus détendus, et du coup la journée se passe super bien. Après, il y a aussi récemment, j'ai tous les matins, alors sur toutes les cohortes, tous les matins, je leur donne une carte qui s'appelle le lâcher prise, et donc c'est des phrases sur le lâcher prise, et du coup le but du jeu c'est qu'ils le gardent toute la journée, cette phrase là, et alors il y en a certains qui la réécrivent, et souvent quand ils lisent cette phrase, ça leur correspond, et en fait il faut qu'ils comprennent qu'à un moment donné on a tous nos problèmes, plus ou moins lourds ou pas, mais si tu n'acceptes pas cette problématique, tu ne peux pas avancer, et à un moment donné il faut lâcher prise. Donc c'est vrai que je travaille beaucoup là-dessus. Après je peux organiser aussi des séances où on va aller marcher, où je vais faire une relaxation, et ensuite on va aborder l'aspect point fort et point faible. Et là le fait de faire cette relaxation, parce qu'en plus c'est une relaxation guidée, où là je les amène à aller au plus profond d'eux, et c'est là la difficulté, c'est quand on fait une relaxation, souvent les gens ils se retrouvent face à eux-mêmes, et donc tu vas avoir plein de questions qui vont, voilà, tu vas retrouver tes problèmes, tout ça, et le fait de les guider et de leur apprendre aussi à respirer, aussi à revenir sur ma voie. Du coup, quand on fait un point après, c'est de dire ah oui, je me sens bien, voilà, et là on va aborder les points forts et les points faibles, et du coup parce que il y aura le sentiment d'être allé au plus profond de soi. Et du coup, quand on va parler après de projets professionnels, ça ira beaucoup plus simplement. C'est vrai que moi, j'aborde beaucoup cet aspect développement personnel. Et sur d'autres thématiques, parce que je sais qu'il y a aussi des job dating, des choses comme ça, est-ce que tu peux nous dire des projets même à venir d'ateliers spécifiques qui sont un peu peut-être plus centrés sur l'insertion professionnelle? Alors récemment sur la cohorte 5 de Saint-Louis, on a fait un job dating. On a fait un job dating où en fait l'atelier, avant le job dating, 15 jours avant, on a préparé, parce que beaucoup ne connaissent pas, ils n'ont jamais été en job dating, et le job dating est encore différent d'un recrutement classique. Donc on a travaillé en amont l'aspect entretien, c'est-à-dire qu'il fallait qu'en 3-5 minutes de pouvoir se présenter. Et donc le but du jeu, c'était pas de présenter tes compétences, c'est-à-dire techniques, c'était de mettre en avant, donc de valoriser ses savoir-être qu'on a besoin, et en 3 minutes de dire en gros, c'est n'hésitez pas, prenez-moi quoi. Donc voilà, et après on est allé au job dating. Alors ce qui avait été marrant, c'est que je suis allée avec eux, parce que je trouvais que c'était important que je sois là et pas les lâcher comme ça, même si on avait travaillé en amont. En fait, c'était d'aller avec eux, de les accompagner, et ce qui a été une réussite, c'est que moi je suis allée voir les partenaires, je suis allée voir des gens, on a des partenaires aujourd'hui grâce à ce job dating, et du coup ça les a mis en confiance. Et donc j'ai présenté, donc les bénéficiaires après ils ont fait leur entretien, et les retours c'était du positif parce qu'ils ont vu que j'étais là, je les accompagnais. Là il y en a un prochain vendredi
On va faire la même chose. Mardi, je les vois, on va préparer ça. Et vendredi, je vais les accompagner. Voilà. Donc c'est vrai que ça, ce côté-là. Après, on a participé donc il y a eu le job dating. On a participé à la journée de l'illettrisme avec l'ensemble des actions de la REP. Et donc on nous a demandé des tours créatifs d'y participer. Donc ça a été très enrichissant parce qu'on était avec des gens de cultures différentes. Et ça a permis d'échanger, de voir. Et puis on a mis en lumière aussi leur jeu pour que voir comment ça allait adhérer. On a fait aussi 1000 marque-pages pour le cancer du sein. Donc voilà, chaque bénéficiaire a fait des dessins, tout ça, avec les marque-pages. Voilà. Alors les prochaines étapes, moi j'aimerais bien qu'on fasse un atelier pour se présenter, c'est-à-dire relooking, parce que souvent nos bénéficiaires, ils ont une façon de s'habiller qui forcément ne va pas passer, parce qu'on a des retours aussi des recruteurs, donc un atelier relooking. Et ce que j'aimerais aussi, c'est aller à la rencontre des entreprises, parce qu'en fait ce qui manque aujourd'hui, alors on le fait avec les centres de formation qualifiante, on l'a fait avec notre agence d'intérim, mais moi j'aimerais bien quand ils vont en période d'entreprise, enfin en période de stage, c'est d'aller à la rencontre des entreprises et de voir comment on peut travailler ensemble pour qu'on puisse faire développer ces compétences. Donc là, tu as énoncé un petit peu justement des interventions d'agences d'intérim, donc pour présenter, il me semble, le marché de l'emploi et comment fonctionnent les intérims en fait, pour qu'ils puissent s'y inscrire. Donc vous entretenez aussi d'autres liens avec elles, il me semble. Est-ce que tu peux développer les liens que tu as donc avec les entreprises du territoire, comme tu viens de le dire, et avec des agences d'intérim spécifiquement? Alors il faut savoir que quand on a démarré l'action des tours créatifs à La Réunion, aller chercher des agences d'intérim, c'était compliqué parce qu'ils ne comprenaient pas notre dispositif. Et en fait, pour eux, il fallait que les bénéficiaires soient prêts. Sauf que moi, je dis c'est pas possible. Le but, c'est vraiment de les amener à être prêts. Donc c'est vrai qu'on a mis du temps à avoir. Ensuite, quand on a rencontré notre agence d'intérim, la Service Intérim, alors après, c'est une agence d'intérim dans l'insertion, donc ils comprennent vraiment où on va. Ce qui a été enrichissant, c'est que quand on a assisté à notre dernier COPIL, on avait donc la préfecture qui était représentée, et donc elle a posé la question: est-ce que vous voyez la différence entre quelqu'un qui est accompagné là sur l'action des tours et quelqu'un lambda? Et donc ce qui a été enrichissant, c'est que l'agence a répondu: oui, il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire, il y a plus d'autonomie, on voit qu'ils sont prêts, il y a les savoir-être qui sont là, donc voilà, il y a vraiment ce... Alors, il y a les agences d'intérim et aussi les centres de formation qualifiantes, qui eux rencontrent des problématiques actuelles où ils ont du mal à trouver des candidats justement qui soient prêts. Et là, le fait de travailler ensemble sur ces problématiques-là, c'est super. Alors, un exemple pour l'agence d'intérim avec qui on travaille, elle m'a envoyé donc il y a fin septembre un jeune qui super, hein, enfin pas de soucis au niveau travail, tout ça, mais des problèmes de comportement, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'accepte pas la critique. Donc quand on s'est rencontré avec l'agence d'intérim, puisqu'elle est venue présenter donc l'agence à Saint-Louis, du coup on a parlé de ce jeune-là. Elle m'a dit: je suis contente qu'il rentre dans le dispositif parce que je pense que ça va lui faire du bien. Et donc elle m'a raconté un peu son histoire, et elle disait qu'il a eu un problème avec une entreprise justement où il y a eu une histoire de vol et il s'est mis en colère, mais même avec le responsable. Et du coup l'agence ne voulait plus prendre. Et donc du coup la responsable de l'agence m'a dit: c'est bien parce que je te l'envoie, on va voir ce qu'on fait, etc. Et là je suis contente parce qu'aujourd'hui à nouveau ils lui font confiance. Et moi je lui ai dit oui, parce que c'est un jeune qui a des difficultés, il est très en retrait, des difficultés personnelles, et pour lui il conçoit pas, en fait le côté injustice il comprend pas, c'est-à-dire que pour lui il faut qu'il travaille, c'est de travailler, et tout ce qui peut se passer autour il n'en fait pas abstraction, et c'est dommage parce que moi j'ai mis l'accent sur plein de choses en lui disant: t'es quelqu'un de bien, mais là tu es en train de donner une image que tu n'as pas.
Et il faut savoir accepter la critique parce qu'en entreprise, malheureusement, de toute façon, on est obligé. Tu fais une erreur, il faut assumer. Mais il ne faut pas rentrer comme ça dans les gens. Donc du coup, ce travail avec l'agence d'intérim, c'est ça qui est chouette. Et pareil avec les centres de formation. Du coup, en fait, j'essaye d'avoir toutes les semaines, soit j'envoie un mail, soit je les appelle pour avoir un lien, pour avoir cet entretien. Parce que là aussi, dans l'accompagnement des tours créatifs, il y a l'accompagnement avec les bénéficiaires, mais il faut aussi entretenir le partenariat qu'on a. Sinon, on va perdre les gens. Et donc, du coup, je m'oblige toutes les semaines à envoyer un mail ou les appeler, alors où on en est, etc. Et du coup, ça fonctionne bien. Donc là, en un éclair, tu viens de nous dire que le dispositif sécurise bien les positionnements des bénéficiaires sur des missions en intérim, ce qui était un de nos objectifs quand même. Et en plus, il sécurise les parcours des bénéficiaires puisqu'ils sont prêts, comme tu dis, à rentrer en formation ou prêts à rentrer en emploi. Et en plus, dans tous les cas, il y a un accompagnement, un suivi qui se fait après. Écoute, on arrive quasiment à la fin de ce podcast, donc je vais te demander poser la question un peu ultime. Donc, quel est le point positif ou les axes d'amélioration et les axes d'amélioration que tu pourrais y voir, les points les plus saillants, en résumé, les bonnes pratiques, les leviers qui sont exploités pour remobiliser les bénéficiaires, etc. Enfin, qu'est-ce qui fait que ce dispositif fonctionne et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer encore aujourd'hui? Alors, moi, je dirais dans les bonnes pratiques, c'est avant tout, au lieu de parler de projet professionnel dans un premier temps, c'est d'apprendre à ce que le bénéficiaire se connaisse, lâche prise. Parce qu'il y a des profils où la vie personnelle prend le dessus. Et donc, c'est arrivé on peut pas, on peut pas dissocier les deux parce que les deux vont ensemble. Mais c'est quand on va aller travailler, c'est vraiment de se dire, je laisse derrière moi le côté personnel et vice versa. Et ça, c'est le gros travail parce que souvent, le fait d'arriver en retard ou le fait d'avoir un mauvais comportement avec le groupe, c'est lié aussi au passif que peut avoir la personne. Donc pour moi, c'est vraiment. Oui. Et le fait aussi de certains bénéficiaires d'effectuer des immersions aussi en entreprise, parce que quand ils arrivent, ils choisissent un métier, mais ils n'ont pas assez de recul pour pouvoir, comment dire, ils n'ont pas assez de recul pour se dire, je vais faire ce métier-là. Surtout souvent, ils ont une idée du métier, et quand justement ils font cette période d'immersion, des fois ils reviennent en disant, finalement, c'est pas ce que je veux faire. D'accord. Ensuite, on est sur les points forts du dispositif qui sont pas forcément, qu'on retrouve pas forcément sur d'autres dispositifs d'insertion professionnelle. Donc les points forts et les axes d'amélioration, c'est aussi bien pour les bénéficiaires que aussi sur ton métier d'accompagnante. C'est ça, et puis surtout lever les freins sur les compétences, les soft skills, puisque aujourd'hui c'est 60% de recrutement, qu'on se base là-dessus, et l'utilisation de nouveaux outils aussi pour avoir plus de polyvalence et de disponibilité pour le suivi, quoi. Après, je dirais approfondir peut-être le travail avec la grille RecTech. En axe d'amélioration. Oui, en axe d'amélioration. Je pense que c'est important parce que c'est vrai qu'il y a des bénéficiaires qui ont du mal quand même à. Je trouve qu'elle est bien faite, la grille, mais déjà moi, il a fallu que je la digère. Et c'est vrai que suivant le public qu'on a, c'est pas évident. Peut-être améliorer ce point-là. Peut-être qu'il faudrait faire un petit peu plus d'échanges avec certaines cohortes ou de diverses, voilà, pour que ça soit amélioré. Sinon, je dirais que oui, les freins, c'est vraiment ces compétences qu'on demande aujourd'hui, les soft skills. Ça c'est hyper important. Donc, tes points forts sur le dispositif, c'est qu'il y a un accompagnement global, si je résume, que toi, ça t'a aussi, tu me parlais, après on va en finir là, mais tu parlais d'évolution sur tes pratiques, que ça t'a permis aussi d'être
d'avoir justement cet accompagnement global. Est-ce que tu peux... Alors, oui, un accompagnement global. Ben, en fait, depuis que je suis sur Détour Créatif, oui, parce que j'ai toujours fait de l'accompagnement, mais en tant que formatrice. Là, avec Détour Créatif, je n'ai été qu'accompagnante, c'est-à-dire que j'avais pas le face-à-face pédagogique. Donc, du coup, c'est un autre face-à-face, oui, il y avait puisqu'il y a les ateliers, mais un autre face-à-face différent, puisque là, on n'est plus dans les savoirs. On parle plus de savoir de base, mais ça va être des savoirs et savoir-être. Et donc, c'est vrai que, et puis même en développement personnel, moi, je me suis ouverte à des choses que je ne faisais pas, parce que on rencontre quand même des problématiques, hein, qu'il faut des besoins, et du coup, si on n'évolue pas là-dessus, on ne peut pas avancer. Et puis, cette disponibilité aussi, parce que je trouve que Détour Créatif, chose que je ne faisais pas sur les autres actions, même si je suis quelqu'un de disponible, mais sur Détour Créatif, je me rends disponible pour les gens, je suis flexible, j'essaye de... Même si je ne trouve pas la solution, je vais tout faire pour essayer au mieux d'accompagner le bénéficiaire dans toutes ces démarches, que ce soit personnelle, sociale ou professionnelle. Merci beaucoup Ghislaine pour cet échange riche d'enseignements, hein, comme à chaque fois. Merci beaucoup et à bientôt.